Les militants de la cause écologiste qui attaquent les tableaux nous posent une question à laquelle nous ne pouvons pas nous dérober. Sommes-nous une civilisation qui affirme que l'art vaut plus que la vie ? Recevoir cette question, pour autant, ce n'est pas l'accepter dans ces termes-là. Et au contraire, je vous propose de la reformuler et d'expliquer pourquoi elle est mal posée. Et si effectivement nous sommes une société qui a séparé nature et culture, au contraire, les œuvres d'art nous permettent de reconstituer le tissu entre ces deux parties du monde qui ont été distanciées l'une de l'autre. Il y a une manière assez habituelle en histoire de l'art de considérer les œuvres comme vivantes, c'est ce qu'on appelle la biologie des images, et qui considérait que les œuvres auraient une vie à part entière, distincte de celle des hommes et des sociétés. Je la prends d'une façon différente, en considérant que, bien au contraire, les œuvres d'art ont la même vie matérielle que toutes les entités qui habitent cette terre, et que cette vie matérielle est faite de respiration, de lumière, d'humidité, de déplacement aussi, et de tout un tas d'interactions qui sont là, mais que notre œil et la façon dont il est formé ne voient pas. La question de l'extraction des œuvres de leur milieu d'origine est posée à l'origine même du musée du Louvre. C'est l'article de Jocot dans l'encyclopédie Drouet d'Alembert qui dit « Pour sauver les sculptures d'extérieur qui sont dans le jardin des Tuileries, eh bien, il faut les mettre dans un lieu dont on va réguler la température, l'humidité, l'air, afin de le transmettre aux générations futures. » Au même moment, presque, quelques années plus tard, Quatremer de Quincy dira exactement l'inverse, en disant eh bien, enlever les œuvres d'art de l'Italie, c'est les couper de cet environnement qui les a modelées et qui leur a donné leur sens. Je propose de dépasser cette opposition en montrant qu'au contraire, eh bien, ceci instaure une forme de désajustement permanent qui est la matrice même de ce qu'on appelle l'œuvre par opposition à l'image qui, elle, est désincarnée et n'a pas de vie. D'abord, il était juste à côté de moi et c'est important. C'est important le musée dans lequel on va tous les jours, le musée familier que l'on peut habiter. Et puis ensuite parce que c'est le plus grand musée du monde. Et de ce fait, c'est un lieu qui se dérobe constamment. Quand on croit l'avoir épuisé, il se relance et il se réenrichit. C'est donc un lieu très peuplé qui est le terrain d'une enquête presque infinie. Et comme historien, c'est exactement ce qui m'intéressait. L'empreinte carbone des musées est aujourd'hui une préoccupation centrale pour des raisons tout à fait légitimes. La consommation d'énergie, le recyclage des matériaux. Mais néanmoins, on peut prendre cette injonction de manière beaucoup plus radicale. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas se servir du musée pour réduire notre empreinte visuelle ? C'est-à-dire de la façon dont nous sommes habitués à n'avoir, non pas à consommer une terre et demie au sens physique, mais à consommer des milliers de terres au sens visuel par toutes ces images qui sont prises, reproduites et qui circulent. Venir au musée, c'est tout simplement réduire notre empreinte visuelle, dialoguer in situ, et c'est un geste profondément écologique et d'une sobriété extrême.